La guerre, elle est chez eux depuis des années. Pourquoi est-ce que c'est uniquement maintenant qu'ils viennent? D'ailleurs, je crois qu'on va donner 1 000 € par migrant. 1 000 € par migrant. Non, mais c'est absolument C'est délirant. plus du double que le RSA. Et en premier lieu, les gars, pourquoi les réfugiés ne vont-ils pas en Arabie Saoudite? Pays musulman sunnite, prospère, riche. Si tu veux, le Charlie, c'est le dernier avatar de ce qu'on appelle le progressisme. Cet argument. Ah oui, Ces infâmes chrétiens de gauche, Mmh. ces infâmes chrétiens de gauche, que rappelle-toi, je surnomme les crétins de gauche, parce qu'on peut pas être chrétien et de gauche, c'est pas possible, il faut choisir, hein. C'est l'un ou l'autre. Hein. Aujourd'hui, le terme complotiste est utilisé sur toutes les personnes qui considèrent qu'existe la malveillance. Historiquement, tous les massacres de l'histoire contemporaine de France ont été faits par des forces de gauche. Lisez Baudelaire et lisez Coston. Baptisez-vous, soyez un bon chrétien, et croyez-moi, ça le système n'a pas aimé. Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne. Désormais lundi, mercredi, vendredi de 21 h à minuit. C'est la saison 3 sur metatv.org. Grand bonjour à la régie, bonjour aux métanautes. Et ce soir, on reçoit avec nous Adrien Abosi. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Bon, Adrien, un habitué, vous le connaissez, avocat, conférencier de son état, voilà, qui a fait plusieurs interventions ici, et même un débat aussi, hein, ouais, avec l'ancien député Christian Vanès sur le gaullisme aussi. Tout à fait. Donc, qui a marqué même l'histoire de Meta TV en tout cas. Et qui a marqué l'histoire de France, puisque oui, on a voté Pétain quand même. Hein, oui, à la fin, oui. Ça, c'est le résultat du vote. Ne peut-être pas plu à tout le monde, effectivement. Tu sais, il y a à peu près 25 ans de ça, TF1 avait mis en scène le procès de Louis XVI. Ouais. Et à la fin, les téléspectateurs devaient voter pour ou contre la mort de Louis XVI, et les téléspectateurs avaient voté contre la mort de Louis XVI, tu vois. Bah là, on a fait pareil avec Pétain à plus petite échelle. À plus petite échelle, d'accord. Ouais. Comme quoi, l'histoire ne se répète pas forcément, hein, comme on a l'habitude de nous le dire. Et bah, ce soir, on va pouvoir parler d'actualité, hein, comme on s'était dit. Voilà, après, c'est remous. D'ailleurs, on pourrait peut-être débriefer un peu aussi, non? Parce que toi, qu'est-ce qui s'est passé aussi de cette affaire Pétain? Parce que bon, nous, on a eu des tas de commentaires de personnes qui nous ont dit oui, vous réhabilitez Pétain, qu'est-ce que vous faites, etc. Oui, j'imagine de ton côté aussi. Bah oui, c'est exactement ce que je fais d'ailleurs, et je l'assume totalement. Et de toute façon, je suis très très loin d'être le premier à le faire. Des grands résistants l'ont fait avant moi, hein. Je pense au colonel Rémy notamment. La vérité, tu vois, c'est comme si on allait dans une cocotte minute. Ça met du temps à bouillir, ça met du temps à péter, mais tôt ou tard, ça va jaillir. Et si tu veux, le réel est un tel démenti du discours dominant que à terme, les gens réhabiliteront Pétain, bien entendu, même si ce que je dis ne fait pas plaisir, et remettront les choses à l'endroit. L'affaire Pétain, d'ailleurs, n'est qu'un symptôme de la situation actuelle, où tout est à remettre à l'endroit, dans quasiment tous les domaines, tu vois, en tout cas dans beaucoup de domaines, il y a tout qui est à remettre à l'endroit, et donc l'affaire Pétain n'est que cela, si tu veux, et moi je suis très fier de faire ce que je fais en cette matière. L'affaire Pétain, tu sais, de toute façon, moi ça m'a passionné pour diverses raisons. C'est que déjà tu as l'excitation de te rapprocher d'une vérité qui était cachée. Moi, je me rappelle plein de fois, en lisant des livres, j'avais presque les doigts qui tremblaient, tu vois, tellement je découvrais des trucs, je me disais, mais c'est pas possible qu'on m'ait caché ça, c'est pas possible qu'on m'ait caché ça. Tu vois, je me rappelle, quand j'ai découvert les télégrammes secrets que Pétain a envoyés à Darlan pendant l'opération Torche, je me suis dit, attends, c'est pas possible, c'est tellement énorme, j'en ai jamais entendu parler, le mec, il a inventé ça, tu vois. Ou quand je découvre que Pétain recevait très régulièrement le chef de la résistance alsacienne dans son propre bureau, si tu veux, Paul Dingler. Tu vois, tu as du mal à croire à tout ça, parce que c'est tellement éloigné. C'est tellement éloigné du schéma qu'on te donne, que c'est tellement éloigné du vu à la télé, du récit officiel, qu'on a du mal à le croire. Mais ceci étant, donc, l'affaire Pétain, c'est passionnant, parce qu'en plus, tu y découvres des personnages extraordinaires, l'amiral Offand, le général Végan, Loustono Laco, tu découvres aussi des gens comme Gabriel Jantet, et il faut lire les livres de ces gens-là. Le livre de Gabriel Jantet qui s'appelle Pétain contre Hitler, c'est un livre qui est bouleversant. Quand t'es français, c'est un livre qui résonne en toi, mais de façon, enfin voilà, ça te traverse le corps, quoi. Ou les mémoires de Loustono Laco, par exemple. Parce que j'ai vu même, alors autant te dire,
c'est quoi une réponse d'Asselineau qui disait oui, il y en a qui croient que Pétain il a fait le malin, etc. Bon, je crois qu'il parlait de moi. Voilà, j'ai l'impression un peu de façon comme ça, un peu cachée. Et c'est vrai que dans ses conférences, souvent il en parle. Et lui, il développe ça en disant oui, mais il y en a qui disent, pour lui, Pétain, il dit oui, il jouait sur les deux camps, quoi, en gros. La politique de Pétain était latente. En fait, si tu veux, Pétain était obligé, pour comprendre la politique de Pétain, il faut comprendre une chose, c'est que Pétain a été obligé d'avoir ce qu'on appelle une politique de couverture, tu vois, qui était la fameuse collaboration, c'est la politique de couverture. Et en dessous, il y avait sa véritable politique, tu vois, qui était quoi sa véritable politique? C'était conserver l'amitié américaine, conserver la virtualité de l'alliance avec les Anglais, et surtout, empêcher les Allemands de mettre le pied en Afrique du Nord, puisque l'Afrique du Nord était la base de lancement, si tu veux, de la libération de l'Europe. Et aussi le réarmement de l'armée d'Afrique, etc., etc. Voilà, donc de retour, petit problème technique, visiblement, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Quand on parle de Pétain, le système... Le système, ouais, ils aiment pas trop, visiblement, il y a eu une connexion, je sais pas, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé ce genre de truc. Donc, bon, bah j'espère bien que là, vous nous recevez convenablement, que le son doit passer, ça y est, on me dit ça a repris et tout. Voilà, donc bon, bah visiblement, ça... Voilà, tout refonctionne normalement. Donc, bah écoute, où est-ce qu'on en était? On disait que justement, voilà, Pétain, c'était une... Bah, on était habitué, c'est vrai, à une forme de discours sur Pétain. Toi, t'as un peu cassé tout ça, on va dire, en amenant des sources, hein. C'est vrai que t'as tout sourcé. Je cite quasiment, une grande majorité, ce sont des résistants que je cite, ou des diplomates anglo-saxons, des généraux anglo-saxons, enfin tu vois, je n'invente rien. Mon mérite, c'est d'avoir synthétisé et d'avoir recoupé les sources. Voilà, c'est surtout ça. Et donc, voilà, juste pour en finir quand même cette affaire de Pétain, parce que ça, c'est ce que... un des reproches qu'on fait, on nous dit, mais oui, mais Pétain, il jouait sur tous les tableaux, etc. Il a eu le choix, pas le choix, Pétain a gouverné dans la période la plus difficile et la plus douloureuse de l'histoire de France. Il a fait ce qu'il a pu avec les moyens du bord. Et je renvoie d'ailleurs à mes autres émissions. Moi, je pense que Pétain, c'est le plus grand Français du XXe siècle, avec Végan en numéro 2. Ça va plaire encore. De toute façon, il n'a pas beaucoup de concurrents hein, au XXe siècle, parce que vu que c'est l'anti-France qui est au pouvoir, il y a quand même beaucoup de tocards qui sont au pouvoir, forcément. Il a sauvé des centaines de milliers de vies pendant la Première Guerre mondiale, je pense qu'il en a sauvé autant, voire plus, pendant la Deuxième. Sa diplomatie était une diplomatie orientée contre l'Axe. Il a relancé l'armée d'Afrique avec Darlan, avec Végan. Enfin, Végan avait surtout reconstitué l'armée d'Afrique, mais si la France a été présente militairement à la victoire, c'est parce que cette armée d'Afrique s'est battue, et cette armée d'Afrique, on ne répétera jamais assez, qu'elle a été voulue par Pétain et Végan, que c'est Végan qui l'a reconstituée, y compris clandestinement, puisqu'il y a eu des créations d'armes clandestines. C'est Végan qui a fait venir un maximum de troupes en Afrique du Nord, c'est lui qui a donné l'âme. Tu sais, le général Juin qui a dirigé cette armée en Afrique, qui a été un héros et qui a été fait maréchal après la guerre, a dit que Végan lui avait donné son influx nerveux à cette armée d'Afrique. Donc Juin, qui d'ailleurs était un ancien soldat, enfin qui était un ancien officier de Vichy, de même que Delattre de Tassigny était un ancien officier de Vichy, on oublie de nous le dire. Enfin bref, donc cette armée d'Afrique, relancée dans la guerre par Darlan, approuvé par Pétain via télégramme secret, dirigé par le général Juin. Je pense que là, on a tout dit. D'accord, bon. En tout cas, affaire à suivre, puisque tu reviendras nous parler du général Végan. Juste une toute dernière chose. Par le plus grand des hasards, il y a quelques semaines de ça, fin août, j'avais rendez-vous, tu vois, avec un de mes camarades de Méridien Zéro, que je ne cite pas, vers les Champs-Élysées. Et je prends le bus, et dans le bus, coïncidence extraordinaire, je tombe sur Paul Racine, tu sais, c'est le... Ah oui, Paul Racine, qui a 100 ans, qui est le secrétaire de Pétain. Oui, tu sais, j'avais fait une séance de dédicace avec lui quelques semaines avant. Et donc je prends le bus avec lui, il devait s'arrêter à une station, mais le bus a un problème, on descend plus tôt, et donc je lui dis, bah, écoutez, monsieur Racine, je vais attendre le bus avec vous, et donc je discute avec lui, et je lui dis, bah, c'est bien ce que vous faites avec votre livre et tout ça, et il me dit, vous savez, si je ne le faisais pas, je serais indigne de vivre. Je serais indigne de vivre. Qui dit ça en 2015? Voilà. Ah ouais. Jolie anecdote. Ouais. Alors, comme on dit dans les grands médias, sans transition, mais quand même, il y a une transition, puisque tu parlais d'anti-France au pouvoir. On a décidé qu'on allait parler d'actualité. Une actualité plutôt chargée, ouais. qui... Tout à fait.
Voilà, avec au cœur du problème, ce problème des migrants, mais qui... Les envahisseurs, moi je disais. Alors justement, voilà, on va revenir là-dessus, parce que toi, oui, j'ai vu que tu appelais ça les envahisseurs. C'est un petit clin d'œil aux inconnus. Donc on va parler de ce problème-là, parce que ce problème-là en fait en plus découler d'autres, hein, puisque ça révèle en plus aussi un certain état d'esprit aussi de la société française. Exactement. Donc, alors, problème des migrants, alors on va reprendre le problème à la base, en gros, pour décrire la situation, tu me dis si tu es d'accord ou pas, des pays qui sont détruits, entre guillemets, par une politique qui a été menée depuis quinzaine d'années avec depuis 2003, voilà, par les... même depuis 1990. Oui, voilà, depuis 1990, si on peut remonter, voilà, par les États-Unis, on va dire, qui en tête, hein, quand même, avec certains vassaux européens, dont la France. Hélas, la France vassalisée. La France vassalisée, oui. Ouais. Et donc, j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est le retour de flamme un peu maintenant? C'est quoi? C'est le... Ah, c'est plus compliqué que ça. C'est le retour de bâton? Déjà, si tu veux, il y a une espèce, pour le coup, il y a un véritable amalgame sur la question des migrants. C'est-à-dire que cette question des migrants, depuis le début de l'année 2015, elle est posée, mais on évoquait surtout, quand on évoquait le terme de migrants, tu sais, ces populations subsahariennes que Kadhafi ne pouvait plus après, évidemment, la destruction de la Libye, alors là, c'est une évidence. Tout à fait, et donc ces populations subsahariennes qui gagnaient l'Europe via Lampedusa. On parlait surtout de ça. Et là, il y a une espèce de translation sémantique où on a appliqué ce terme pour les populations du Moyen-Orient qui, maintenant, depuis quelques semaines, affluent massivement vers l'Europe. Voilà. Alors, je vais être très clair avec toi, c'est que pour moi, cette affaire des migrants, c'est une mise à nu. C'est-à-dire qu'on voit vraiment qui on a au pouvoir. Pourquoi je le dis cela? Parce que le grand absent de cette affaire, c'est les intérêts de la France. La France est dans une situation extrêmement difficile, c'est peu de le dire. L'immigration, enfin je dirais même le fait multiculturel, pose déjà des problèmes absolument immenses. Donc l'intérêt de la France commande, théoriquement, d'empêcher qu'un seul de ces migrants ne pose l'orteil sur notre sol. C'est la moindre des choses. Pourquoi? Parce que ces gens-là vont accélérer la défrancisation du territoire et parce qu'ils seront une charge financière, si tu veux. Et moi, en tant que contribuable, à qui on pique la moitié de mon lait, en tant que libéral, tu vois, ça me parle, cette question. Pardon de passer pour un pingre. Donc, te disais-je, un gouvernement normal soucieux des intérêts de la France aurait eu pour réflexe de leur dire « mais vous n'avez pas à venir chez nous ». Alors on nous dira « mais attendez, il y a la guerre chez eux ». Plusieurs choses à dire sur ce point. La guerre, elle est chez eux depuis des années. Pourquoi est-ce que c'est uniquement maintenant qu'ils viennent? Moi, je trouve que le mouvement n'est pas très spontané. Il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire, à laquelle je n'ai pas de réponse. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Oui. À laquelle je n'ai pas de réponse. Je le dis vraiment. Pourquoi maintenant? Il y a des infos là-dessus, on en reviendra tout à l'heure. Ensuite, on nous dit ces gens-là fuient la guerre. Eh ben, je me suis désolé, mais des jeunes hommes, parce que c'est essentiellement ça qu'on voit. Bien sûr, on voit des femmes, des enfants et des vieux, mais quand on voit des images, on voit essentiellement des jeunes hommes. D'ailleurs, on voit des réfugiés syriens qui ont des têtes parfois de Pakistanais, d'Érythréens, c'est marrant. Hein, les Syriens, c'est très melting pot aussi, hein, la série, bref. Mais donc, je dis, quelqu'un qui fuit la guerre, un jeune homme qui fuit la guerre, si je connais bien la langue française, ça s'appelle un déserteur. Et la France n'a pas, tu sais, Michel Rocard disait, la France n'a pas vocation à accueillir la misère du monde. Moi, je dis, la France n'a pas vocation à accueillir les déserteurs. Je veux dire, pourquoi la France devrait accueillir des déserteurs? Il n'y a aucune raison. Au nom de quoi? Je suis désolé. Et te disais-je, l'immigration est une catastrophe pour la France, c'est une sorte de massacre à la tronçonneuse de la France, et nos politiques, pas que nos politiques d'ailleurs, parce qu'on a vu le MEDEF y mettre une couche, les syndicats y mettre une couche, les associations antiracistes y mettre une couche. C'est l'ensemble de la société, c'est ça qui est... De la superstructure. La superstructure, d'accord. Je parle en marxiste pour une fois. C'est l'ensemble de la superstructure, tu vois, les divers réseaux communautaires, etc. Donc tout le monde y met sa petite couche dans la superstructure. Et cette superstructure, au forceps, je devrais plutôt dire à la baramine, nous dit accueillez des migrants. Ce qui veut dire poursuivez l'immigration,
poursuivait la défrancisation de la France, poursuivait l'altération de l'identité française. Tu sais, il y a beaucoup d'ailleurs d'hommes politiques ou de journalistes, ou qui sais-je encore, qui nous ont dit que l'accueil des immigrés faisait partie de l'identité française. Mmh. Non mais, je dis, c'est totalement délirant. C'est-à-dire que l'identité d'une culture ne se définit pas par rapport à ta politique migratoire. Enfin, ça n'a strictement aucun sens. C'est pas du tout un critère. Enfin, on rivalise de stupidité, on rivalise de propagande et on rivalise de surenchère. La seule voix dissonante que j'ai entendue, c'est le rugbyman Moscato. Oui, tout à fait. Voilà, c'est le seul qui a juste raison à faire remarquer qu'il y a une tartufferie gigantesque d'une large partie de la société française, qui a la main sur le cœur pour les migrants lorsque la caméra est allumée, parce que quand elle est éteinte, je ne sais pas s'ils sont aussi généreux de toi, moi. Mais on a vu beaucoup de gens qui, la caméra allumée, avaient la main sur le cœur pour les migrants, mais moi qui suis parisien et qui prends le métro, je vois des clochards, en gros, une rame sur deux, ou des mendiants, ce qui n'est pas la même chose. Hein. Des mendiants, une rame sur deux. Et bien, si tu veux, je vois pas la population se précipiter pour leur donner des sous à ces gens-là. Hein. Donc, on a un gouvernement qui nous sort du chapeau. Exactement. Alors ça, c'est le mystère. 000 logements. Alors ça, c'est le mystère. Mais à chaque fois, c'est comme ça. Tu vois, à chaque fois, c'est comme ça. On nous fait le coup à chaque fois, si tu veux. C'est qu'il n'y a jamais de pognon pour personne, mais qu'à chaque fois qu'il y a une crise qui permet de faire avancer l'idéologie dominante, de la promouvoir, là on trouve du pognon. D'ailleurs, je crois qu'on va donner 1 000 € par migrant. 1 000 € par migrant. Non mais c'est absolument délirant. C'est plus du double que le RSA, c'est-à-dire pour le France. Alors, est-ce que c'est par mois ou est-ce que c'est une somme forfaitaire qu'on leur donne une fois? Je ne sais pas. En tout cas, c'est 1 000 € de trop. Enfin, je veux dire, si ça ne dépendait que moi, je leur donnerais 0 centime et coup de pied au cul pour qu'ils rentrent dans leur pays. Et je le répète, nous n'avons pas vocation à nous laisser envahir. Un pays souverain, c'est un pays qui décide qui doit venir ou pas. Et pour parler très simplement, une société, même si c'est pas politiquement correct de le dire, repose sur un minimum d'équilibre ethnoculturel. C'est la meilleure tournure que j'ai trouvée. Parce qu'en fait, c'est un problème qui n'a pas été pensé dans le passé, parce que la question ne se posait pas, tout simplement. Parce qu'on n'avait jamais connu de tels mouvements migratoires. Mais ce que vont nous apprendre les années à venir, et ce qui échappe peut-être encore à certains, c'est qu'une société repose sur un équilibre ethnoculturel. Et cet équilibre ethnoculturel en France a été brisé par... c'est au-delà de l'immigration. Tu sais, Giscard parlait d'immigration-invasion. Voilà, je pense qu'on en est là. À partir du moment où tu as des pans entiers d'un pays où tu ne trouves plus personne qui appartient au peuple autochtone, il y a un problème. Il y a un problème. C'est pas politiquement correct de le dire, mais de toi à moi, en privé, quand j'en parle avec les gens les yeux dans les yeux, il n'y en a pas beaucoup qui me contredisent. Hein. Et ceux qui seraient tentés de me contredire, ils sont rarement prêts à mettre en œuvre leur idéologie et à aller vivre dans ces coins multiculturels. Moi, je dois bien admettre que, bon, il y a même, voilà, en ayant discuté évidemment de ce problème-là avec des gens issus de la communauté africaine, donc des gens que je précise vraiment africains qui vivent en Afrique, mais qui sont de passage en France, et qui sont un peu choqués quand même de l'attitude du gouvernement français, parce qu'ils disent, mais comment un gouvernement arrive à privilégier des étrangers par rapport à ses propres sorties? Mais c'est très simple. Ils tombent des nues, mais quoi. C'est très simple. Ça les fait tomber des nues. Nous avons l'anti-France au pouvoir. L'objectif de l'anti-France n'est pas de défendre les intérêts de la France. Elle les défend de façon subsidiaire, de façon secondaire, parce que la France, c'est un pays qui crée chaque année 2000 milliards d'euros de richesse, et quand on est un collabo, on veut sa part du gâteau, donc il faut que le pays tourne. Mais les intérêts de la France ne sont défendus que de façon subsidiaire. Et avant les intérêts de la France, on défend les intérêts du mondialisme. On défend les intérêts de l'oligarchie anglo-américaine. Parce qu'au final, à qui profite le crime de l'immigration ? À qui profite l'immigration de masse? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors c'est dans le sens justement des informations, parce qu'il y a une déclaration quand même assez étonnante du ministre de l'Intérieur autrichien qui dit, pour lui, il y a eu l'organisation d'une opération sur cette affaire de migrants, et il pense y voir la main, en fait, il voit la main de certaines, il parle de certaines ONG, comme par hasard soutenues par George Soros, son Open Society, etc. Bon. À titre personnel, j'ai pas vraiment d'infos là-dessus. Voilà. Je parle par intuition. C'est une déclaration du ministre autrichien. Hein, mais je vais parler par intuition. Le phénomène que nous vivons n'est pas dû au hasard. Cette guerre dure depuis des années. Pourquoi est-ce que seulement maintenant, boum, il y a une sorte de, je sais pas, d'un coup de canon de milliers de gens qui débarquent. Voilà, on parle d'1 million de gens quand même. C'est monstrueux, si tu veux. C'est l'équivalent d'une ville comme Paris quasiment.
Pourquoi maintenant? Et à qui profite le désordre de l'immigration? Parce que l'immigration est un boulet. C'est un boulet parce que ça défrancise. Enfin, mais en Allemagne, ça des Almanies, si je puis dire. Et en Hongrie, ça des Hongries, etc., etc. C'est un boulet financier colossal qui nous coûte chaque année des milliards. Alors au final, à qui profite le crime? Parce que ces milliards, c'est pas, si tu veux, une abstraction. Concrètement, ces milliards qu'on donne, eh ben, ça se retrouve sur les feuilles de paye, en charge salariale, en charge patronale, ça affaiblit la compétitivité de nos entreprises, etc., etc., etc. Ça nous fait payer plus d'impôts, c'est des impôts qu'on peut moins accorder à la défense, donc c'est un affaiblissement général de la société. Et ça bénéficie à qui? Bah, ne soyons pas tartuffes, à l'oligarchie anglo-américaine. Et puis c'est tout. Parce que quelque part, est-ce que c'est vrai qu'on pourrait pas dire... Allez, si on se disait, par exemple, je prends du recul par rapport au problème, se dire, finalement, tout le monde devrait prendre sa part. Évidemment. Et j'ai envie de dire, on devrait appeler les pays de, je sais pas, le Conseil de coopération du Golfe, la Ligue arabe, les États-Unis, en disant, mettons-nous tous devant la table et puis vous prenez tous chacun votre part. Et en premier lieu, la Ligue arabe. Pourquoi les réfugiés ne vont-ils pas en Arabie Saoudite? Pays musulmans sunnites, prospères, riches. Parce qu'ils ont des trillions, eux, en plus. Oui. Ils en ont plus que nous, hein. Ah non, mais par habitant. Il n'y a pas de problème, si tu veux. C'est un pays riche. Il n'y a pas d'autre terme, c'est un pays riche. Pourquoi ne vont-ils pas là-bas? Pourquoi spontanément vont-ils chez nous? C'est quand même étrange. Enfin, spontanément. Hein, entre guillemets, Pourquoi les passeurs? Qui sont ces passeurs? Je ne sais pas. Qui finance ces passages? Je ne sais pas. Je ne peux pas croire que de près ou de loin, il n'y a pas les États-Unis dans cette affaire. Je ne peux pas le croire. J'ai beaucoup de mal à le croire. Ça fait... Alors, pour le coup, évidemment, voilà, tu parlais de l'anti-France, du fait qu'évidemment, ça met, j'ai envie de dire, la société française face à cette réalité. Mais aussi... On a bien vu les conséquences sur l'Union européenne, l'Europe, et le fait que intéressant d'ailleurs. Voilà, de voir que les pays, il y a des pays qui sont absolument pas d'accord et qui reprennent leurs frontières. On a vu la Hongrie. Et tout à fait. Et on voit surtout la Commission européenne qui s'acharne à vouloir faire venir des migrants dans des pays qui ne le veulent pas. Donc là, c'est la souveraineté, mais vraiment, mais c'est au-delà du piétinement. C'est au-delà du piétinement, quoi. Elle passe sous l'escalator, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Mais si tu veux, cette affaire des migrants va se retourner contre le système. Parce que le problème en France actuellement, c'est qu'il y a de larges pans de la population qui ne sont pas encore sensibilisés à cette question. Pourquoi? Parce que ce sont des bourgeois blancs qui vivent entre bourgeois blancs, pour parler sans langue de bois. Tu vois. Donc quand tu es bourgeois blanc qui vit entre bourgeois blancs, l'immigration, ça n'existe pas. Enfin, il n'y a pas de problème, quoi. Tu vois. Je pense à tous ces retraités, tu vois, qui habitent dans des petits villages du sud de la France tranquilles. L'immigration, pour eux, par exemple, ça n'existe pas. Bon. Mais là, avec ce matraquage qui n'arrête pas, le sujet, j'ai l'impression, est en train de devenir ultra anxiogène. Alors que paradoxalement, faire venir 30 000 migrants, sincèrement, on n'est plus à ça près en France. Hein. Oui. Puisque l'immigration légale... C'est 250 000 par an, je crois, l'immigration légale. Selon Hortefeux, il avait craché le morceau il y a quelques jours de ça, enfin quelques semaines, il avait dit 300 000. D'accord. Donc tu vois... Objectivement, on n'est plus à ça près. Oui, à 20 000, on est 300 000 par an légal. On n'est plus à ça près, tu vois. Oui. Mais autant il n'y aura pas tellement de différence, autant ce matraquage médiatique ultra anxiogène va se retourner contre le système. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, enfin, ce dont j'ai l'impression surtout, c'est que, tu sais, donc, depuis des années maintenant, il y a cette espèce de divorce entre le peuple et nos élites. Et j'ai l'impression que là, si tu veux, on touche le fond. C'est-à-dire que tu vois, quand on voit tous ces artistes qui appellent à la générosité, mais qui ne prêtent pas leur maison. Hein. Tu sais, Jules Renard avait une bonne formule, il disait « Un mendiant, on ne lui donne pas d'argent, on lui donne son adresse. » Tu vois. Et ben tous nos artistes, ils veulent bien donner de l'argent, mais pas leur adresse. Hein. Et encore, l'argent qu'ils donnent, je serais curieux de voir. Hein. Mais voilà. Donc moi, ce que j'ai l'impression de constater, c'est un espèce d'écart qui ne cesse de grandir. C'est-à-dire que on ne vit pas dans le même monde. Si vous voulez plus de migrants, si vous voulez plus d'immigration, c'est qu'on ne vit pas dans la même dimension. Voilà. Parce que on est déjà, si tu veux, on a déjà une pression migratoire énorme, on a une pression fiscale énorme, on a une complexité administrative qui nous pourrit la vie, on a des problèmes de logement, on a des problèmes de pouvoir d'achat, et vous allez nous en rajouter une couche, mais vous êtes malades les mecs. Vous êtes complètement malade, quoi. Parce qu'on voit des voix qui s'élèvent un peu partout, parce que même en Allemagne, visiblement, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. J'ai vu que Merkel s'est effondrée dans les sondages, elle n'a jamais été aussi bas. C'est très intéressant ce qui s'est passé en Allemagne. Je me pose une question, j'ai pas la réponse, je suis pas péremptoire dans ce que je vais te dire.
Je te parlais tout à l'heure de politique de couverture, avec qui tu sais. Je me pose une question. Merkel fait des déclarations ultra généreuses. J'accueille 1 million d'entre eux. 1 million, non. 1 million. Mais une semaine après, de fait, Schengen n'existe plus, puisqu'elle rétablit les contrôles à la frontière autrichienne. Elle avait peur que des Autrichiens arrivent par millions, certainement. Hein. Donc, je me dis, est-ce qu'elle a anticipé ça? Et avec sa politique de couverture, elle a donné, enfin, comment te dire, elle s'est donné une bonne image dans l'opinion mondiale, enfin, tu vois, voilà, elle est gentille, elle est cool, elle est géniale. Est-ce qu'elle a fait ça pour ensuite, si tu veux, torpiller, ou plutôt pour, comment te dire, c'est une espèce de sucre, une espèce de contrepartie. En fait, elle s'abonne la planche derrière de la politique. Donc tu vois, européenne. c'est-à-dire politique de couverture, et derrière on fait l'inverse. Ça s'est vu dans l'histoire. Est-ce que Merkel n'a pas fait ça? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que donc, nous avons partout en Europe des élites collabos, hein, à échelle plus ou moins. Voilà. Les élites allemandes défendent beaucoup plus les intérêts de l'Allemagne. Les intérêts de l'Allemagne que ceux des et Français, les intérêts de la City, no comment. Hein. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que face à ce que je pourrais appeler la réalité Frankenstein, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire la réalité qui nous dépasse, qu'on a engendrée mais qui nous dépasse. Eh bien, face au choc de cette réalité, comment te dire, on déroge à la mise en œuvre du mondialisme. C'est-à-dire que Schengen est un élément constitutif du mondialisme, mais là, le contre-coup qu'on se prend est tellement dur qu'on... Oh là là, tu vois, on va appuyer un petit peu sur le frein là, hein, parce que là, la facture, elle commence à être un petit peu lourde. Parce que c'est vrai que, tu vois, les Allemands, quand ils vont voir appliquer 1 million de Syriens, ils vont, franchement, en plus, n'oublie pas que l'Allemagne, c'est un pays dans lequel il n'y a pas de jeunesse, quasiment. Donc, sincèrement, ils vont pas être fous de joie, les Allemands. Hein. Bah, visiblement, en plus, elle fait pas de... Enfin, moi, j'ai vu tout un tas de déclarations, y compris dans son propre gouvernement, contradictoire avec justement l'annonce qu'elle avait faite. Le ministre de l'Intérieur allemand, alors moi je me rappelle plus le nom, mais il avait déclaré c'est le suicide de l'Allemagne. C'est le suicide de l'Allemagne. Donc, alors peut-être qu'en tant que Français on doit s'en réjouir d'ailleurs, hein, on va savoir, je sais pas. Alors maintenant il y a une question qui se pose, c'est que suite à ce rétablissement des contrôles aux frontières, combien de migrants vont-ils véritablement aller en Allemagne? On ne sait pas, d'autant que Orban il va très fort en Hongrie, d'ailleurs grosse dédicace au gouvernement hongrois, parce que là franchement je suis jaloux. Hein. Non mais je te le dis très sérieusement, c'est que on a tellement l'habitude de se faire trahir qu'on est surpris de voir un gouvernement qui fait son boulot. Et moi je vais te dire, j'ai été presque ému aux larmes quand j'ai vu la police hongroise refouler à coups de gaz et à coups de matraque les migrants qui essaient de forcer la frontière. Je me suis dit mais c'est magnifique. Mais je me suis dit franchement mais c'est magnifique quoi. Je me suis dit mais attendez mais quand est-ce qu'on a vu ça pour la dernière fois en France, quoi, tu vois? Non, mais c'est... Enfin, c'était... Il est dans la ligne de mire, d'ailleurs, il faut le dire, quand même des instances européennes. Ah, oui, ça fait un petit moment déjà, parce que lui, il avait déjà refusé tout un tas de choses et tout. Et là, sur cette affaire-là, alors là, il est traité de fasciste, de nazi, j'ai vu, il est dans... Hein, je vais se demander s'ils vont pas un jour nous préparer un petit coup d'état en Hongrie pour le dégager, parce que il commence vraiment... Ça s'est vu. Oui, ça s'est vu, et alors après, je pense que... Je suis pas du tout spécialiste de la politique hongroise. Je ne peux pas croire que le peuple ne soit pas massivement derrière Orban aujourd'hui. Parce que le peuple hongrois, si tu veux, à mon avis, est quand même un petit peu moins politiquement correct que le peuple français. Autant face au fait accompli, à mon avis, ils baissent leurs pantalons de la même manière que nous, on a baissé notre pantalon. Autant, tant que le fait accompli n'est pas là, je pense que les mecs, si tu veux, tant qu'ils peuvent se battre, ils se battent. Hein. D'ailleurs, il y a aussi un autre pays qui a très très bien réagi, c'est la Pologne. Alors, Lech Walesa, en première ligne. Ah, mais quel tueur-gage. Alors, Lech Walesa, qui est, faut le dire, là-bas. Énorme dédicace à Lech Walesa. Alors là, voilà, déjà. Lech Walesa, bon, peut-être les plus, moins de 20 ans, comme on dit, ne peuvent peut-être pas, se rappellent pas de Lech Walesa, mais c'est le héros quand même de la révolution polonaise. Hein, voilà. Et donc, mais est-ce que, justement, je voulais te demander tous ces pays de l'Est, parce que ça, ils ont ça en commun actuellement. On voit bien d'ailleurs. Peut-être bien une scission entre l'Europe occidentale et l'Europe orientale. Et ça a révélé tout ça. C'est pour ça que cette affaire est tellement importante, parce qu'elle révèle beaucoup de choses. Et est-ce que c'est pas le fait que ces pays justement d'Europe orientale, qui n'ont pas connu le fait migratoire qu'ont connu les pays d'Europe occidentale dès les années 60-70, qui sont, eux, le fait migratoire, il est extrêmement récent, enfin dans leur histoire. Et justement, ils ont ce recul. De voir qu'est-ce qui s'est passé à l'Ouest et se dire, mais non, mais nous, on veut pas de ça, quoi. Oui, bien sûr. C'est pas lié un peu tout ça.
quand les populations sont sur place, en gros quand même, si tu veux, les populations de l'Est ne bronchent pas, ne serait-ce que parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire. Mais en revanche, effectivement, ils ont, j'allais dire préjugé, le mot n'est pas juste. Ils ont un... Comment te dire, ils voient ce qu'est devenu la France, par exemple, parce que je pense qu'en France, à mon avis, on est le pays qui a la situation migratoire la pire. Ils sont répugnés par ça. Combien de fois on a vu, tu sais, les supporters de foot des pays de l'Est, quand la France fait les qualifs de l'Euro, avec, je crois que c'était en Lituanie, tu vois, il y avait eu une banderole des supporters lituaniens qui mettaient l'équipe de France sous l'air de Benec, hein. Bienvenue en Europe, tu vois. Ils voient ça, si tu veux, ils le voient, ils le savent, et très clairement, ils n'en ont pas envie. Et je pense que Orban, quand il fait ce qu'il fait, il sait très bien que l'aspiration de son opinion publique va dans ce sens-là, tu vois. Je vais te raconter une anecdote personnelle. Il y a des années de ça, j'avais rencontré un mec de cité qui m'avait dit, tu vois, pour nous, les Européens de l'Est, c'est ce qu'on appelle l'Afrique des Blancs. Parce que c'est pas des fragiles, comme on dit aujourd'hui, tu vois, les mecs. Et effectivement, tu vois, et le mec me racontait que, tu vois, quand des mecs de l'Est arrivaient dans les quartiers, les mecs étaient ultra... bon, je ne vais pas stigmatiser, hein, mais les mecs étaient ultra racistes, enfin, tu vois, c'était, en gros, si tu veux, il n'y a pas de politique correcte là-bas, ça n'existe pas, quoi. C'est totalement... un monde plus dur, on a l'impression. C'est beaucoup plus dur. En même temps, ils n'ont pas eu, comme on dit, une histoire facile. Non, voilà. non. Ah ça, ils ont souffert. Ils ont souffert, on peut dire. Quand même. 50 ans de communisme, c'est quand même dur à digérer. Hein. C'est quand même très 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 dur à digérer. Tu as été imposé en plus, faut le rappeler. Voilà. Ouais, ils n'ont pas choisi. Non, non, il y a eu des coups d'État. Voilà. Bon, il y a eu une séparation de l'Europe. Hein. C'est le deal entre Roosevelt et Staline. Hein. C'est ça. Mais le communisme est une saloperie. Aujourd'hui, on a un petit peu tendance à oublier. On parle beaucoup du nazisme, et qui était une saloperie aussi. D'ailleurs, il n'y a pas tellement de différence entre les deux, hein, quand tu creuses bien. Hein. Mais le communisme était une monstruosité. Partout où il est allé, il a massacré d'une part, mais au-delà de ça, c'est un... Comment te dire, c'est un mémoricide, le communisme. C'est partout où on passe la lessiveuse. On lessive les sociétés. Pour moi, si tu veux, c'est l'anti-civilisation absolue, quoi. C'est... Que des gens aujourd'hui s'enorgueillissent d'être communistes, ça me dépasse totalement. Mais vraiment totalement, quoi. Ouais. Donc oui, pour revenir à ta question, il y a un clivage de mœurs, tu vois. Alors c'est pas du 100%, parce qu'évidemment il y a des gens pro-migrants dans les pays de l'Est, et évidemment il y a des gens anti-migrants dans les pays de l'Ouest, mais il est très clair que les pays de l'Est sont hostiles à la migration. Et d'ailleurs, en Pologne, alors c'est un parti d'extrême droite qui a fait ça, hein, extrême droite, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire anti-collabo aujourd'hui, extrême droite malheureusement. Hein. Donc il y a un parti d'extrême droite polonais, grosse dédicace, n'est-ce pas, qui a organisé une manif contre l'avenue des migrants. Eh bien bravo à ce parti, oui, bravo. Elle a réuni plus de 30 000 personnes. Franchement, bravo. Voilà. Et à l'inverse, il y avait des manifs pro-migrants dans plein de pays d'Europe occidentale. Et je dois t'avouer que moi ça m'a terrorisé. Quand je voyais, je crois que c'est à Londres, mais des marées humaines, avec Refugees Welcome ou je sais pas quoi, c'est pareil à Copenhague, je crois qu'il y avait eu plusieurs dizaines de milliers de personnes, dans un pays qui doit faire 5-6 millions d'habitants, enfin, c'est énorme, c'est absolument énorme. C'est très inquiétant, parce que pour moi, ça veut dire qu'il y a une pulsion de mort chez ces peuples. S'ils ne mesurent pas que l'immigration de masse peut les tuer, c'est une pulsion de mort. Et en plus, moi ce qui m'irrite surtout chez ces gens-là, c'est l'hypocrisie. Parce que c'est venez, mais par contre, soyez pas mon voisin, quoi. Hein. Donc faut savoir. Moi je me dis, ne venez pas et ne soyez pas mon voisin, tu vois. Moi j'ai les deux discours, je suis cohérent. Moi c'est ça qui m'insupporte chez tous ces premiers. C'est quoi? Seulement, on pourrait dire quoi? Il y a seulement les élites qui cherchent à faire venir ces migrants? Ou alors, il y a quand même une population civile qui acquiesce. Il y a des Charlie. Voilà, et les Charlie de tous les pays, unissez-vous, n'est-ce pas? Mais en fait, si tu veux, le Charlie, c'est le dernier avatar de ce qu'on appelle le progressisme. Et donc, les sociétés occidentales, depuis la Révolution, sont traversées par le progressisme. Aujourd'hui, nous vivons le paroxysme de cette gauche infâme. Et dans la population, il y a des relais. Alors, je pense qu'il y en a de moins en moins. Hein. En tout cas, en France, c'est évident qu'il y en a de moins en moins. Pour moi, la gauche est virtuellement morte. Mais c'est quoi? Ils nous ont mis aussi, alors, parce qu'il y a eu l'affaire Elan, hein, le petit... Très intéressant. Ah, voilà. Alors, c'est quoi? On a vécu encore quoi? La dictature de l'émotion? C'est quoi? Oui, mais ça a foiré. Ça a foiré. J'ai lu un article dans Libération très intéressant. Et le journaliste écrivait dépité que, zut,
La mort de ce petit n'a pas changé l'opinion des Français sur leur volonté d'accueillir des migrants. Moi, je vais te dire très franchement, moi, cette mort, je dis pas qu'elle m'a fait ni chaud ni froid, parce que c'est toujours triste qu'un enfant meure, mais si je te dis que ça devait m'empêcher de dormir, là, je te mentirais. Hein. Et puis c'est l'usage politique en plus voilà. qui dérange. Et puis ce qui est fatigant, c'est toujours ce perpétuel de poids de mesure. C'est-à-dire qu'un enfant irakien qui crève dans l'embargo américain, ce n'est pas grave. En revanche, en plus, l'histoire est pas nette hein, de ce mec-là. Oui, apparemment, son père était passeur. Donc, tu vois, ça sent le coup foireux. Ça sent le coup foireux, oui, c'est ça. Le coup foireux à 3000 km. Ce qu'on a détecté après. Donc, bon, c'est... voilà, c'est qu'il y a un deux poids deux mesures. En fait, on se fout de notre gueule. Quoi. Donc, pour dire les choses simplement, on se fout de notre gueule. Il y a un deux poids deux mesures systématique. Et quel est ce deux poids deux mesures? C'est très simple. C'est que lorsqu'un fragment de la réalité permet de faire éventuellement avancer l'idéologie mondialiste dans le crâne des gens, eh bien, si tu veux, on met la sauce. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que ça a foiré. Parce que presque... Enfin, ça c'est mon petit côté complotiste, hein, mais parce que ça faisait... une mise au point sur l'accusation de complotisme. Ouais, ok. Mais ça faisait un peu orchestration, quoi, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu... Ça fait totalement orchestration. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a eu cette affaire, et bim, après on t'est... La phrase de BHL qui nous dit... qui nous matraque que cette image va retourner l'opinion de la même manière qu'il y avait des images au ghetto de Varsovie ou je sais pas quoi. Enfin, réveille-toi BHL. Hein. Déjà les situations n'ont strictement rien à voir parce qu'il n'y a pas d'occupation militaire aujourd'hui. Enfin voilà, donc il y a eu une orchestration, bien sûr qu'il y a une orchestration, de toute façon il y a une orchestration de l'affaire de migrants depuis des semaines maintenant. Parce que même j'ai vu le guide du routard qui nous sort... Ah je savais pas ça. Ah bah non, c'est aux informations authentiques, ils sortent un guide pour les migrants pour savoir comment faire des demandes d'asile. Ça c'est de la collaboration. Je te dis c'est un acte de collaboration et de haute trahison. Puisque le guide du routard participe à la contre-colonisation de la France. Ouais. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Le multiculturalisme à petite dose, c'est vécu comme un fait folklorique. Tiens, c'est marrant, il y a un resto chinois à côté de chez moi. Mais le multiculturalisme à forte dose est ressenti par la population, et à juste titre je crois, comme une forme d'occupation culturelle. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Donc, si tu veux, c'est comme tous les gens qui nous disent mais il faut être généreux, il faut être chrétien. J'ai entendu beaucoup cet argument. Ah, oui, ces infâmes chrétiens de gauche, ces infâmes chrétiens de gauche, que rappelle-toi, je surnomme les crétins de gauche, parce qu'on ne peut pas être chrétien et de gauche, c'est pas possible, il faut choisir, hein, c'est l'un ou l'autre. Hein, qui me dit mais il faut tendre la main à son prochain. Oui, j'ai entendu ça 100 fois. Bien sûr, mais moi je dis mais quelle générosité il y a à favoriser un phénomène qui va aboutir à l'implosion de la société où tu habites. Où est la générosité de cela, espèce de tocard, j'ai envie de lui dire. Ce qu'ils te disent, c'est de crétin. Bah justement les valeurs chrétiennes de partage, etc. Et bah si tu veux partage avec ta collectivité. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu sais, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Déroulède. Je sais pas si tu vois qui c'est, le poète nationaliste. Il disait si tu n'aimes pas ta mère plus que les autres mères, si tu n'aimes pas ton village plus que les autres villages, c'est que tu n'aimes ni ta mère ni ton village. Voilà, c'est tout. Bah moi j'aime ma mère plus que la mère des autres. Voilà, c'est comme ça. Donc si vous n'êtes pas capable d'aimer votre prochain français et d'aimer la France plus que cet autre que vous idéalisez avec un grand A, n'est-ce pas? Tu sais, c'est ce concept d'autre qu'on dit tout le temps, vous avez peur de l'autre, blablabla, enfin toutes ces conneries qu'on entend. Il y a même des chercheurs de gauche qui avaient inventé le concept d'haltérophobe. Alors c'est pas quelqu'un qui a peur des haltères, c'est haltère l'autre. Ouais. Les mecs sont totalement cinglés, quoi. Hein. Ils sont totalement cinglés. Moi je pense que c'est plutôt eux qui sont des francophobes, les collabos de gauche. Enfin bref, il n'y a absolument rien de généreux à accueillir des migrants. On se donne bonne conscience pour pas cher, voilà. On se donne bonne conscience pour pas cher, et on contribue à la destruction de la société dans laquelle on vit. Excuse-moi, je ne vois là rien de chrétien, et c'est encore moins chrétien qu'on va finir par détruire notre société qui a un tout petit reliquat, reliquat de christianisme. Donc, où est la logique? Où est la cohérence? Où est la cohérence? Il n'y en a absolument aucune. Aucune. Oui, parce que ça, c'est le discours. Parce que ce discours dominant, c'est quoi aussi? C'est un espèce de chantage qui est fait aussi. C'est un chantage moral. Un chantage moral. C'est-à-dire, si vous n'accueillez pas, vous êtes des ordures. Oui, c'est un peu voire des fachos, quoi. C'est parce qu'en fait, si vous accueillez pas des Syriens, c'est peut-être parce que vous êtes raciste, au fond, quoi. Hein. Franchement, c'est ça. Oui, bien sûr, c'est ça. Ouais. Et, enfin, bref. Je pense que quand même, le poisson est trop gros, là. Et j'ai vraiment l'impression que le peuple ne gobe pas. Et j'attends avec impatience les régionales. Et tu sais quoi? J'espère qu'on va nous emmerder avec cette question des migrants jusqu'au régional. Mais j'espère vraiment.
Parce que là, en plus, le régional, le scrutin est proportionnel. On ne peut pas tricher parce que les résultats des départementales ont été maquillés. On nous a fait le coup d'un PS à 25% au premier tour, mon œil. Hein, il n'y a même pas 15%. Et tu vois, on a rattaché des listes bidons au PS, etc. Là, on ne pourra pas tricher. Là, il y aura un moment de vérité. Et évidemment, le FN va cartonner au régional. Ne serait-ce parce qu'il a pris ses distances avec le récit officiel, le récit dominant actuel. C'est le seul parti en France encore là qui prend ses distances avec ça ou... Alors, ce qui est très intéressant, c'est la position des Républicains, hein, ex-UMP. Ex-UMP. Eux, ils nous ont sorti le truc. Le mec manque pas de toupet. Moins d'immigrés, plus de réfugiés. C'est-à-dire que les mecs ont compris que dans l'opinion publique, la population était hostile à la venue des réfugiés. Alors, ils essaient de te tortiller, tu vois. Ils tortillent pour essayer de te refiler le bébé. Ils disent moins d'immigrés, plus de réfugiés. C'est totalement grotesque. C'est totalement grotesque. Là, j'ai envie de dire aux gens, si vous ne voyez pas que cette élite politique vous prend pour des cons, eh ben votre vote ne vaut rien. Votre vote ne vaut strictement rien. Et vous méritez tout ce que vous prenez dans la gueule. Je n'ai aucune compassion. Je vais te dire franchement. Hein. Aujourd'hui, pour voter PS ou UMP, il faut être un con. Ou un bourgeois blanc qui vit entre bourgeois blancs. Totalement insensible à la souffrance des Français. Donc il y a deux solutions. Soit tu es au contact de cette souffrance qui est de plus en plus grande dans la population française, mais par schizophrénie ou par connerie, donc tu votes pour ça. Ou sinon il y a le cas effectivement du bourgeois blanc qui vit entre bourgeois blancs, tout va bien pour la meilleure des mondes pour lui, et il continue à se donner bonne conscience en votant pour le PS ou pour les Républicains, et il traite de fachos ces manants qui votent pour le Front National, et de cons, ces gens qui s'abstiennent et qui comprennent pas qu'il faut faire leur devoir de citoyen, et blablabla. Moi je suis un très mauvais citoyen et je m'en flatte. D'accord. Et très mauvais républicain. Oui, parce que souvent, ces gens-là, c'est vrai, bon, comme je vois souvent aussi dans certaines émissions télé, qui prennent le parti des migrants, mais bon, ils rentrent chez eux le soir. Bien sûr. Ils n'habitent pas dans des... Ils habitent à Saint-Nom-la-Bretèche ou à Saint-Germain-en-Laye. Je vais te dire, je n'ai pas de mots pour décrire la rage et la haine que déclenche en moi cette hypocrisie. C'est absolument infâme. Je trouve vraiment que c'est infâme. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et ne le faites pas parce que vous êtes des pauvres, hein, et que moi j'ai du blé, quoi. Parce que c'est à peu près le message des mecs du showbiz, hein, ils ne nous le disent pas comme ça, mais bon. C'est absolument infâme. C'est infâme. Et tu sais, je ne peux pas croire que cela ne laisse pas de séquelles dans les esprits des Français. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. Donc toi, tu penses qu'on aura des surprises à cause de ça? Parce que c'est vrai que les Français, pour le moment, enfin, comme il y a cette... allez, j'ai envie de dire, cette espèce de mur de la doxa générale qui nous dit oui, il faut accueillir les migrants, etc. On a l'impression que, bon, c'est un chantage permanent, effectivement, qui est fait sur la population. On a le sentiment de ne pas savoir ce que pensent vraiment les gens, finalement, au fond. Je vais te dire, il y a quand même pas mal de sondages qui sont très édulcorés dans les questions qu'on pose, mais qui montrent quand même que les Français n'ont pas envie d'accueillir. Alors, tu me dis, peut-être des surprises, je n'irai pas jusque-là, parce que je pense que le temps j'ai envie de te dire, des coups d'accélérateur de l'histoire ne sont pas encore venus. La souffrance n'est pas assez grande dans la société. C'est la souffrance qui fait germer le changement. Il ne faut pas se mentir. Quand tout va bien, malheureusement, la plupart des gens s'endorment sur leur laurier. En revanche, tu vois, d'élection en élection depuis plusieurs années, on constate quoi? Il y a deux tendances majeures. C'est une abstention de plus en plus grande et un vote Front National de plus en plus grand. Et en plus, c'est les populations jeunes qui ont cette attitude, si je puis dire, électorale. Donc, il y a quand même, si tu veux, il y a une espèce de révolution silencieuse. C'est-à-dire que les gens se déconnectent vraiment du discours global et les jeunes, en tout cas, ne valident plus, ne cautionnent plus. Donc ça veut dire qu'à terme, on va gagner. Le problème, c'est qu'il faut aller un petit peu plus vite, là, parce que... Oui, parce que moi, je me demande, c'est comment ça prend forme, ça. Parce que, finalement, est-ce que c'est quoi? Ça va être par un vote politique, par... C'est la question à 10 000 $. Je ne suis pas prophète, je ne peux pas deviner. Tu sais... Pour que les choses changent vraiment en France, il faudra la conjonction de plusieurs phénomènes. Déjà, il faut bien comprendre une chose, c'est que la République fait une guerre anthropologique au peuple français, et on répondra à ça par une réponse anthropologique. Moi, je dis toujours aux gens, si vous voulez faire chier le système, baptisez-vous, lisez le chapelet, etc. Francisez-vous, imbibez-vous de l'histoire de France, parce que tu vois, si l'électeur moyen était comme toi et moi, il n'y aurait pas du MPS au pouvoir. Mais j'ai tendance à dire qu'une France Charlie, d'un point de vue anthropologique, eh bien, votera toujours pour des tocards.
Tu vois, si c'était que des Tepa ou des Adrien Bauzy qui votaient, je serais presque démocrate. C'est dire. Tu vois. Donc, le combat est anthropologique. Francisez-vous, renouez avec l'héritage spirituel de la France. Il n'est jamais trop tard pour le faire. Donc voilà, donc je te disais, il faudra une conjonction de phénomènes. Donc une mutation anthropologique d'une large frange du peuple français. Je ne crains pas de le dire, une réévangélisation du peuple de France qui est en marche, qui est déjà en marche. Il faudra aussi, alors les gens ne me prennent pas au sérieux quand je dis ça, mais ça sera de toute façon indispensable, c'est-à-dire qu'il faut qu'une partie des élites fasse sécession et bifurque idéologiquement. Tu vois. Actuellement, nos élites l'ont compris, mais c'est au stade du non-dit. Elles ne passent pas encore à l'action. Mais ça s'est vu dans l'histoire de France, à plusieurs reprises, que l'élite se casse en deux, alors qu'à la base, les membres de cette élite avaient des intérêts identiques, et qu'ensuite, il y a une opposition, parce que les élites sécessionnistes font alliance avec des forces anti-système. Et tu suis mon regard quand je dis ça, j'imagine. Le vote du Front National est utile, il ne faut pas se mentir. Enfin, abstention, vote FN, c'est utile. Il ne faut pas voter à aucun prix. Il ne faut voter pour les partis dits républicains. À aucun prix, il ne faut voter pour eux. À aucun prix. Mais une Marine Le Pen, élue par une France Charlie, sur un programme, si tu veux, de provocation contre l'islam, elle ne fera pas grand-chose si elle est au pouvoir. Elle ne fera pas grand-chose. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, à la limite, la victoire du FN, elle m'intéresse si préalablement il y a une réévangélisation du pays, s'il y a une refrancisation des Français, c'est-à-dire une déjacobinisation, une modification anthropologique du peuple de France, et si on a des élites motivées à enfin se libérer de la vassalisation des Américains. Et là, mon grand espoir, je vais te le dire, on voit que les Américains, pour essayer de maintenir leur puissance, se mettent à, passe-moi l'anglicisme, à clasher de plus en plus les oligarchies européennes. Et donc me dis-je, tu sais, par exemple, amende contre telle banque française, enfin tu vois, ce genre de choses, Alstom qui nous passe sous le nez, me dis-je, peut-être que je prends mes désirs pour la réalité, mais je me dis qu'à force de rentrer comme ça dans l'art des oligarchies européennes, peut-être que les oligarches européennes vont se dire, bon là, on va peut-être arrêter. Il y a un truc, enfin, il y a quand même un fait, moi, qui m'avait marqué, enfin, que j'avais pas noté ces derniers temps, mais si tu prends la première guerre en Irak en 90, l'Irak était un de nos premiers partenaires capitalistes. Tu vois, c'est-à-dire qu'on faisait des milliards. L'oligarchie française faisait des milliards. Et on a laissé les Américains détruire ce partenaire. D'un point de vue de nos intérêts, c'est totalement délirant. C'est totalement délirant, c'est totalement contre-productif, etc. Enfin, ça n'avait aucune justification. Hein. Donc voilà, on a toléré, parce que nous sommes des vassaux, parce que nous ne sommes pas libres, parce que nous avons la chaîne américaine qui nous tient. Mais est-ce que, à force de trop nous titiller, et nos élites croyant leurs intérêts menacés et leurs privilèges menacés, est-ce qu'une partie d'entre elles ne va pas se réveiller? En tout cas, c'est mon souhait et j'œuvre pour que cela arrive. D'accord. Et ben on va faire une petite pause. La régie, elle est prête. Et on va revenir juste après. Puis il y a encore tout un tas de sujets, évidemment, à traiter. Et puis, bien sûr, on n'oublie pas. Donc, vous pouvez commencer à mettre les questions, à poser vos questions. Et puis, on triera de toute façon sur le volet. Donc, à vous, la régie.